Quels sont les enjeux pour la publicité digitale en 2022? Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous avec Alban Pelletier, donc le CEO d'Envoice, pour vous parler de nos 5 prédictions pour l'année 2022. Salut Alban. Salut Alexandre, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est un jour un peu spécial pour nous puisque c'est un peu la dernière vidéo de Dans le tunnel pour cette année 2021. On a eu l'occasion de vous donner rendez-vous plusieurs fois dans l'année parce qu'effectivement, cette année 2021 a été marquée par de nombreux événements et notamment pour moi, l'un des événements importants de cette année 2021, ça a été le report de la fin des cookies tiers. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé au début de l'année. On avait fait un événement vraiment dédié avec le CPA justement sur ce sujet-là et on accompagnait de plus en plus les annonceurs à se préparer à la fin des cookies tiers. Et puis au mois de juin, évidemment, gros changement, comme vous le savez, Google a décidé de reporter la fin des cookies tiers, ce qui a totalement rebattu les cartes et a ouvert de nombreux nouveaux sujets et notamment des enjeux liés par exemple au consentement dont on parlera juste après. Je ne sais pas toi, Alban, qu'est-ce qui t'a le plus marqué cette année, mais on a connu beaucoup de challenges dans le monde de la publicité digitale. Ouais, clairement, 2021, ça a vraiment été une année extrêmement challenging, à la fois avec beaucoup de choses positives et puis en même temps beaucoup de challenges pour l'ensemble de l'écosystème. Donc, s'il fallait retenir quelques éléments en fait pour cette année 2021, j'en retiendrai 5. Tout d'abord, c'est le retour de la croissance. En 2020, le marché était quasiment stable avec une toute petite croissance de 3% sur la publicité digitale, alors qu'on avait entre 10 et 15% de croissance tous les ans. Donc, c'est la première fois depuis la création de ce marché-là que le marché s'est stabilisé. Et cette année, on a un rebond qui devrait être confirmé, je pense, dans les prochaines semaines par tous les instituts, qui devrait être de 25 à 30% de croissance sur une année. Donc, on rattrape totalement l'absence de croissance de l'année dernière et on a un marché qui est extrêmement dynamique. Donc, ce qui rend effectivement ce marché encore plus attractif. Donc, la croissance, c'est effectivement le premier point important. Le deuxième, c'est le report de la suppression des cookies tiers. Tu viens d'en parler. Je pense que ce report va être très long. Google, effectivement, a commencé à annoncer un report à mi-2023, puis courant du second semestre 2023. Et clairement, dans les discussions que l'on a eues, que l'on a vues ces derniers mois, on voit effectivement que le sujet a complètement disparu. Et donc, personnellement, je pense que c'est un sujet qui va mettre beaucoup de temps à revenir, eu égard à tous les challenges qui sont existants. Donc, peut-être que ça sera 2023, peut-être même 2024, et peut-être même effectivement que ce sujet-là disparaîtra des tablettes ou sera complètement revu. Dans tous les cas, effectivement, il ne se passe plus rien depuis quelques semaines. Et donc ça, c'est quand même un indicateur aussi du manque de préparation de Google sur ce sujet-là. Le troisième point, c'est même si on n'a pas eu un travail énorme à faire sur le report du cookie, il y a eu d'autres contraintes sur les datas. Et donc là, avec des impacts qui ont été réels, qui ont été très importants cette année et qui modifient de manière assez substantielle justement le marché, avec d'une part la baisse des consentements suite à la mise en application des recommandations CNIL. Aujourd'hui, tous les acteurs du consentement nous l'indiquent, il y a entre 20, 25, 30% des gens qui refusent justement, qui ne donnent pas leur consentement. Ce qui veut dire que d'un seul coup, vous avez 20, 25, 30% de votre audience qui disparaît des outils de tracking, 20, 25, 30% des performances des campagnes qui disparaissent littéralement. Et ça, clairement, je pense que c'est un Big Bang qui est très fort et qui a certainement pas été, on va dire, appréhendé de la bonne manière ou de la juste manière dans tous les cas par l'ensemble de l'écosystème. Tout le monde est un petit peu surpris quand même de l'ampleur et véritablement, pour l'instant, toutes les solutions ne sont pas trouvées. Le deuxième point sur la data, c'est l'App Tracking Transparency d'Apple, où là, c'est 80 à 85% des données qui ont complètement disparu en quelques semaines, puisqu'aujourd'hui, effectivement, il y a un vrai process d'acceptation du suivi et du partage des données personnelles sur l'environnement iOS. Et il faut se rappeler que Safari, c'est tout de même 20% de part de marché du coup en France, donc c'est véritablement important. Et là, clairement, la donnée a complètement disparu sur cet environnement-là. Et Facebook, qui utilise énormément effectivement Safari
a été très fortement impacté justement sur les performances. Le troisième point, c'est effectivement la RSE. On l'évoquera certainement de manière ultérieure. C'est une tendance très lourde. Voilà, donc je ne rentre pas forcément dans le détail maintenant, mais effectivement, clairement, le sujet de la responsabilité en matière de publicité est un enjeu clé et qui le sera encore davantage en 2022. On voit des prémices, et ça, c'est ce qui est intéressant. Hein. Il y a des prises de position de certaines marques qui ont disparu, qui ont enlevé leurs investissements des réseaux sociaux. Ça n'a jamais été fait jusqu'ici. Et donc ça, c'est vraiment des gestes forts. Et je pense clairement qu'il va y avoir une accélération de cette tendance en 2022. Et ça sera mon dernier point. Ça sera aussi notamment dû à l'augmentation des CPC que tout le monde annonce depuis quelques mois et qui est réelle avec des hausses de 30 à 40% des CPC et donc la baisse des performances sur social que j'évoquais tout à l'heure. Ça veut dire que les deux leviers les plus importants aujourd'hui, le search et social, sont ultra challengés sur les performances avec des CPC qui explosent et des performances qui baissent. Ce qui veut dire que pour les annonceurs, ils se retrouvent avec d'un seul coup une bonne partie de leur budget qui apporte moins de performance. Et donc, qu'est-ce que je dois faire en tant qu'annonceur en 2022 alors qu'effectivement, j'ai des performances qui seront moindres et qui sont déjà moindres sur mes investissements. Donc, beaucoup de challenges, beaucoup de changements, beaucoup de choses qu'on avait anticipées, d'autres qu'on avait moins anticipées. Et clairement, effectivement, si j'étais à la place d'un directeur marketing, je me poserais beaucoup de questions sur la façon dont je devrais construire mon plan 2022. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de tels changements au cours d'une année. Enfin, il y a toujours eu bien sûr des mouvements, mais là, cette année, beaucoup de challenges. Oui, là, on attendait tous le Big Bang, en fait. Oui, de la fin des cookies tiers. Et en fait, ce n'est pas un Big Bang, c'est une série de changements. Donc, l'impact, effectivement, il est complexe à appréhender parce qu'il faut être sur tous les sujets, en fait, en même temps. Et c'est vrai que c'est ultra challenging pour les équipes marketing qui doivent gérer l'opérationnel, le quotidien, et en même temps prendre en compte, justement, ces changements qui ont des impacts sur cette année 2021, mais qui en auront encore plus l'année prochaine. Ouais. Bon, écoute, merci beaucoup pour cette première intro. Effectivement, je pense qu'on a vu là tous ces challenges. L'idée maintenant, c'est d'essayer un petit peu de balayer les prédictions qu'on a imaginées chez Envoice. Il y en a 5 prédictions qu'on souhaitait présenter, effectivement, comme tu disais, aux responsables marketing, aux responsables acquisition. Et tu l'as déjà un petit peu dit, mais la première tendance, et ce qui est pour nous est certainement la tendance la plus importante à venir dans les mois qui vont arriver en 2022, c'est la responsabilité. Comment on peut mettre de la responsabilité, nos engagements RSE quand on est une marque, nos nouvelles valeurs autour de l'écologie, autour du respect des internautes dans la publicité digitale. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui par rapport à ça? Oui, c'est un sujet qui est clé. Je pense qu'effectivement, ça va être très structurant. On a eu en 2021 beaucoup de couvertures de magazines sur ce sujet, etc. Voilà, on était plutôt, on va dire, dans l'effet de discours. Néanmoins, sur la deuxième partie d'année, on a vu des actes, et des actes en fait assez forts. Très fort. Puisque des marques comme Lush, comme Patagonia, etc., ont supprimé, encore une fois, leurs investissements sur les réseaux sociaux pour des raisons diverses, hein, soit parce qu'effectivement, ils jugeaient que les internautes n'étaient pas assez respectés sur la notion de vie privée, etc., soit parce qu'effectivement, les réseaux sociaux ont aussi un impact sur le moral et le mental des internautes. Donc, on voit effectivement qu'il y a une vraie remise en cause de ces plateformes-là. Et ça va être assez structurant dans le choix des partenaires pour les marques en 2022. En 2021, on l'a vu, hein, une bonne partie des publicités traitent justement de la RSE. Soit parce que l'offre est plus locale, soit parce qu'elle est plus responsable, soit parce qu'il y a une association avec justement des acteurs terrain pour faire en sorte d'avoir une meilleure responsabilité. On voit quasiment une publicité sur deux aujourd'hui, notamment en télé, traite un pan de la RSE. Donc l'offre, elle a bougé, l'offre, elle est en train de se structurer.
Par contre, effectivement, dans le choix des partenaires pour promouvoir ces offres plus responsables, aujourd'hui, on a toujours 70-75% des investissements qui sont faits sur des plateformes qui, on va le dire, hein, ne sont pas effectivement les preux chevaliers de la responsabilité. Donc, si les marques veulent être cohérentes d'un bout à l'autre de leur communication, elles doivent changer effectivement leur offre, ça c'est fait ou en cours. Elles doivent changer les messages, ça c'est fait ou en cours. Mais aussi, elles doivent choisir des partenaires plus responsables. Et donc là, typiquement, je ne donnerai qu'un exemple. C'est exactement ce qu'a fait Maison du Monde. On a la chance de collaborer avec Maison du Monde en ce moment sur des offres et des produits RSE. Et ils ont choisi une boîte française responsable comme Envoice pour faire en fait cette campagne. Voilà. Et là, on arrive en fait à avoir quelque chose de très structurant d'un bout à l'autre de la prise de parole. Et comme tu le dis, Envoice aujourd'hui, c'est dans son ADN depuis un moment, le côté responsable, respect des internautes, respect des marques, respect des supports sur lesquels sont affichées les marques, etc. Et ce qu'on veut dire aussi là, c'est que 2022 va aussi connaître beaucoup de changements de notre côté. On va beaucoup communiquer sur ce sujet-là, donc on donne rendez-vous à tout le monde dès janvier, justement pour parler de ces sujets-là. Mais clairement, on a très très envie, nous aussi, d'accompagner les annonceurs qui seront du coup en phase, j'allais dire, avec leurs engagements. Et on espère en tout cas qu'on pourra répondre à leurs attentes à travers des offres qui seront pour le coup très responsables. Bon, ça c'est effectivement une première prédiction, la responsabilité, et que moi je partage totalement avec toi. Si on ouvre un petit peu plus loin par rapport à tout ça, on a dit également en introduction, on a parlé de la fin des cookies tiers, tu as parlé de la baisse des consentements, tu as parlé de l'ATT. On le voit, et aujourd'hui c'est un retour que l'on a aussi des annonceurs avec lesquels on travaille, il y a moins de data, ce qui est assez paradoxal dans un monde qui est de plus en plus digital, et on a toujours vendu le marketing digital comme la solution des données sur lesquelles on allait pouvoir exploiter la big data, le fameux or noir des années 2020, 2030, 2040. Et là, on est en train de se rendre compte finalement que non, pour une question effectivement de respect de vie privée qui est important des internautes, on perd de la donnée en tant que marketeur. Alors du coup, comment on fait pour être aujourd'hui pertinent et performant dans ce contexte, et qui va en plus accélérer sur 2022, c'est-à-dire qu'on va encore avoir moins de données à venir? Voilà, clairement, il y aura de moins en moins de données personnelles. Donc ça, moi, clairement, c'est une bonne chose, puisque cela veut dire effectivement que la personne en tant qu'individu sera moins suivie, ou au moins donnera son consentement pour l'être, parce qu'encore une fois, une publicité personnalisée, c'est aussi un service, et c'est aussi plus intéressant qu'une publicité qui n'est pas du tout personnalisée. Tout à fait. Et donc, on va basculer de l'ère de la big data à l'ère de la smart data. Ça fait longtemps qu'on parle de big data, on parle de smart data depuis quelques années, mais tout en faisant exactement les mêmes choses. En gros, j'ai beaucoup de données, je fais des gros segments, je fais tourner des algorithmes qui sont plutôt dans des visions en fait, de masse. Et là, il va falloir vraiment basculer vers la smart data parce qu'on aura moins de données. Donc la smart data, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il va falloir être plus précis, il va falloir être plus puissant justement dans l'analyse des données pour avoir, avec moins de données en entrée, des résultats qui sont plus performants en sortie. Donc typiquement, hein, ce que l'on fait chez Envoice, c'est vraiment ça, c'est d'identifier pour un internaute des campagnes ou des produits qui peuvent intéresser justement cet internaute. Donc pour éviter de le solliciter s'il n'y a pas d'intérêt pour une marque, s'il n'y a pas d'intérêt pour un produit, ou s'il n'y a pas d'intérêt pour une typologie en fait d'offres. Et donc ça, on le fait sur la base des consentements. Donc comme on l'évoquait tout à l'heure, on a déjà toute la donnée de Safari qui a disparu. On a la donnée en fait des consentements à hauteur de 30% qui a disparu. Donc pour être très concret, aujourd'hui, on a déjà 50% de la donnée qui a disparu. Donc il va falloir être effectivement très pertinent et avoir, encore une fois, on y reviendra tout à l'heure, des algorithmes encore plus puissants et plus fins pour exploiter moins de données, mais avoir à la sortie, donc encore une fois, de la pertinence et de la performance pour les campagnes publicitaires. Et le risque, si tout le monde ne va pas en fait dans cette approche-là, c'est effectivement d'avoir
un retour en arrière sur C'est des ça. approches de masse où on se dit, OK, j'ai moins de données, donc je vais revenir aux sémantiques, je vais revenir aux thématiques. Voilà, je suis une marque de sport, donc je vais aller sur l'équipe et je vais bombarder parce qu'effectivement, j'aurai moins de données à analyser. Ça, c'est le vrai risque. C'est clairement un vrai risque en fait pour le marché, c'est d'avoir un retour en arrière qui soit déjà moins performant au niveau des campagnes, mais qui en plus va ennuyer davantage les internautes, puisqu'effectivement, ils seront encore moins compris. Donc là, il y a un véritable enjeu de tout le marché, soit de basculer vers la smart data, ce que l'on recommande bien évidemment. Sinon, on va se retrouver effectivement sur l'analyse de moins de data sur moins de personnes, et là, on sera clairement dans des logiques de masse. Et ça sera impactant pour, on va dire, la relation annonceur-internaute à terme. Donc, il faut absolument éviter cet écueil. Et je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que ce risque de retour en arrière serait vraiment dommageable. Et puis, on parlait juste avant de responsabilité. Alors, c'est pas forcément lié à la responsabilité, mais on voit quand même une certaine fatigue parfois des internautes face à la publicité. Donc, si derrière, on est moins pertinent, on aura encore moins de performance. Donc, évidemment, c'est clairement un enjeu aussi pour cette année 2022. Tout autre sujet, on a parlé déjà depuis quelques temps hein, de certains nouveaux leviers et qui ont pris de plus en plus d'importance en 2021. Je pense notamment au retail média. On en a pas mal qui sont en vogue. Hein. On parle beaucoup d'audio podcast, on parle de la TV programmatique. On a des nouveaux réseaux sociaux et notamment un qui a pris beaucoup de place ces 2 dernières années qui est TikTok, qui propose donc des offres aussi publicitaires de plus en plus accessibles aux annonceurs. Au départ, c'était bien sûr comme toujours accessible aux très gros annonceurs et puis de plus en plus on voit de la publicité de la part de tous les annonceurs sur ce nouveau réseau. Est-ce que ça va durer en 2022? Parce qu'on parle beaucoup du retail média et aussi un peu des autres, mais est-ce que concrètement, cette tendance-là qui a émergé en 2021, elle va se poursuivre sur l'année 2022 selon toi? Oui, alors derrière ça, en fait, ce qu'il y a, c'est aussi la recherche d'alternatives. C'est ce que j'évoquais en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un duopole, voilà, qui est à peu près 70% en fait du marché, avec des hausses de CPC d'un côté et des baisses de performance de l'autre. Donc, quand on est pris dans une telle dépendance et qu'il y a des résultats qui sont moins bons, forcément, du côté des annonceurs, on se dit mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, de différent, pour éviter le crash en fait en 2022. Et donc, tout ce que l'on voit apparaître depuis quelques mois ou quelques années, le retail média avec Amazon aussi, mais aussi Cdiscount, mais aussi la Fnac avec des acteurs majeurs du retail qui sont en train de s'associer ensemble pour aller plus vite. Je pense à Casino qui essaye de construire en fait une offre globale. Toutes les initiatives autour du podcast, on va dire de l'audio de manière large, ou les réseaux sociaux, tout ça, ce sont des alternatives qui sont testées par les marques dans un premier temps, puis derrière qui sont renforcées. Donc typiquement, l'audio est encore dans cette phase de test. Le retail média est déjà dans une phase en fait d'accélération. Donc la croissance de l'année dernière était très forte sur le retail média. Je pense qu'elle sera encore plus forte cette année. Et tout ça, ça participe à un rééquilibrage du marché, parce qu'aujourd'hui, clairement, un annonceur ne peut pas être dépendant d'une ou deux plateformes sur lesquelles, effectivement, dès qu'il y a un impact, sa rentabilité en termes d'investissement serait elle-même impactée. Donc, je pense clairement qu'on aura une modification du marché. Ça va prendre un petit peu de temps, comme j'évoquais tout à l'heure, hein, mais on a de plus en plus de remise en cause en fait, des GAFA. Et donc, tout ça, ça va permettre l'émergence d'offres nouvelles, d'offres, on l'espère tous, plus responsables et respectueuses des internautes, mais aussi des marques. Et clairement, nous, on s'inscrit chez Handvoice en fait, dans cette logique-là, de dire comment on peut aider les marques à retrouver de l'indépendance, à retrouver un équilibre, notamment à travers notre activité, en exploitant ce qu'on appelle le display, ou l'open web, ou le hors GAFA, donc tous les sites médias, les sites marchands et les sites communautaires, qui représentent 60% du temps passé sur Internet, mais que 25% des investissements médias. Voilà. Donc là, déjà, si on arrivait à retrouver un équilibre avec le display, et puis dont le retail média fait partie, on aurait effectivement plusieurs leviers. Et c'est clair que pour les marques, ça serait aussi l'assurance d'un meilleur contrôle des investissements.
Donc, on a déjà donc, ce type de nouveaux supports qui apparaissent. Et voilà, on aura de plus en plus, on en parlera certainement en conclusion, d'autres supports qui vont apparaître. Et ça, c'est bon pour le marché parce que c'est plus de concurrence et ça stimule tout le monde. Excellent. On parle de levier, mais on peut aussi parler de format. Alors c'est vrai que les formats évoluent voilà, chaque année. Il y en a un notamment auquel je pense qui est la vidéo, qui est un format pas nouveau, hein, ça fait déjà un petit moment qu'on en fait. Pourtant, on voit que les investissements médias sur ce format-là augmentent toujours plus chaque année. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que aujourd'hui les annonceurs de plus en plus sont de plus en plus importants à prendre conscience de ce format et de l'impact qu'il a sur les internautes? Est-ce que ça va être encore le format de l'année 2022 à venir? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Oui, parce que la vidéo est très intéressante hein, comme format pour plusieurs raisons. D'une part, on a plus de temps. Généralement, on est sur donc, un message qui va durer 20, 25, 30 secondes, ce qui est davantage qu'une simple bannière qui est de plus en plus statique. Le premier point. Le deuxième point, c'est que on a un report de la télévision vers le digital. Pour rappel, hein, dans les marchés les plus matures, on a plutôt 60% sur le digital et 40% sur tous les autres leviers du marketing, la télé, la radio, etc. Alors qu'en France, c'est un peu l'inverse. On est toujours à 40% sur le digital. On doit être à 45, 46, je pense, en fin d'année. Mais donc, ça veut dire effectivement qu'on va avoir un report donc, de la télé sur le digital. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en télé? On fait de la vidéo. Donc, du coup, effectivement, ça force aussi le digital à basculer davantage en fait sur la vidéo. Et le troisième point, c'est la créativité. On voit effectivement, et voilà, tu parlais de TikTok tout à l'heure, hein, on voit que la vidéo, lorsqu'elle est bien exploitée, est un vivier extrêmement intéressant en termes de créativité. Et c'est vrai que le web, on parle beaucoup de data, on parle beaucoup de performance, on parle beaucoup d'algo, etc. Mais il y a cette notion de créativité qui n'était pas forcément, on va dire, l'apanage en fait du web. Et clairement, la vidéo, c'est un format qui permet justement le retour de la créativité. Et donc là, typiquement, les campagnes que l'on peut faire en ce moment, je parlais de Maison du Monde, mais pour d'autres annonceurs aussi, par exemple, va mixer de la vidéo avec un habillage. Donc la vidéo, on va pouvoir parler de la marque, parler des valeurs de la marque, parler de l'offre. Et sur l'habillage, on pourra avoir un message qui, lui, sera plus statique, mais qui permettra effectivement d'apporter plus d'informations que sur la vidéo. Donc typiquement, ce type d'exemple permet de concilier la force en fait, du digital, de pousser un message de manière forte, et en même temps la créativité de la vidéo. Donc oui, c'est clair, on aura une très grosse croissance de la vidéo cette année. Et l'année prochaine, ça sera exactement la même chose, avec encore une fois des plateformes qui permettront de plus en plus de faire de la vidéo et des choses de plus en plus créatives. Pour rebondir aussi sur ce que tu dis, dans les usages aussi, il y a le streaming qui prend de plus en plus d'importance. Donc effectivement, la vidéo qui est consommée aussi de manière asynchrone et qui fait que, bah, évidemment, comme ça, on passe encore plus de temps sur nos tablettes, sur nos téléphones, à aller regarder des replays, etc. Et puis je vois aussi, moi, un autre point important, c'est que j'ai le sentiment, moi, pour le coup, en tant que marketeur, que la vidéo devient de plus en plus accessible aussi dans la réalisation. C'est-à-dire qu'avant, on s'imaginait un spot de pub, ça va être compliqué, il faut des équipes, etc. Nous, on voit, on a des partenaires avec lesquels on travaille qui sont capables de monter des vidéos sur le web pour quelques centaines d'euros et qui vont faire un super boulot en publicité et qui vont amener du trafic, qui vont amener de la conversion. Et il y a aussi cet enjeu-là de la vidéo qui est au service de la performance. On le voit de plus en plus. Voilà, ça c'est l'autre enjeu de la vidéo, c'est-à-dire que la vidéo était souvent considérée comme, en fait, la vidéo en ligne, hein, comme, on va dire, une extension de la publicité télé. Et donc là, on était très clairement plutôt sur un travail au niveau de la notoriété, du top of mind, etc. Donc avec des spots qui étaient effectivement plus lourds à construire, certainement plus, on va dire, riches en termes de réalisation. Mais l'apport, et ça c'est clairement les réseaux sociaux aussi qui ont démocratisé en fait, la vidéo, aujourd'hui n'importe quelle structure peut créer sa propre vidéo. Et ce qui est intéressant, hein, lorsqu'on voit les vidéos notamment qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, c'est pas un spot d'1 minute 30 avec un vaisseau spatial qui atterrit dans le désert, etc. Ça va être plutôt des témoignages de clients, ça va être un chef de produit qui parle de son produit, ça va être le fondateur qui raconte pourquoi il a pu créer en fait cette offre. Et donc on a quelque chose de plus humain, clairement, et aussi beaucoup plus accessible,
puisqu'en fait, toutes ces vidéos-là, hein, clairement, ont été tournées avec un smartphone. Ouais, un smartphone, ouais. Et du coup, voilà, la barrière qui existe sur la télé, qui est de dire un spot, ça va coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros, ça, c'est terminé. Et donc ça pousse effectivement l'ensemble des structures, TPE ou PME, à pouvoir se lancer dans la vidéo, parce qu'il n'y a plus de contraintes budgétaires, à la fois sur la réalisation du spot et à la fois sur l'investissement média, puisque c'est pareil, on n'est plus obligé d'acheter un spot de 30 secondes, 5, 10, 15, 30 000, 300 000 euros si c'est la Coupe du Monde. On peut effectivement faire des petites campagnes en fil rouge toute l'année. Et ça change tout. Exactement. Dernière tendance, et là, je rejoins un rapport très sérieux de Forrester qui est tombé il y a quelques semaines et qu'on avait d'ailleurs partagé sur notre page LinkedIn, qui expliquait que les deux tendances fortes pour eux sur l'année 2022, c'était le retail média, on en a parlé, mais aussi l'IA. Et tu l'as déjà évoqué plusieurs fois là depuis le début de notre épisode, à la fois pour répondre aux enjeux de manque de données et d'analyse de données beaucoup plus fines. Donc, l'intelligence artificielle aujourd'hui, encore une fois, ça aussi, c'est un sujet dont on parle souvent, régulièrement, qui est parfois un peu décrié parce que beaucoup disent oui, nous on fait de l'IA, mais en réalité derrière il n'y a pas grand-chose. Pour le coup, nous on fait de l'IA au service de la publicité digitale. Quelle est un peu ta vision là-dessus? Est-ce qu'aujourd'hui tu sens aussi que les responsables marketing, les grandes marques s'intéressent de plus en plus à ce sujet de l'IA, et est-ce que ça va être du coup une tendance, encore une fois, de l'année 2022? Est-ce que ça va s'accélérer sur ce sujet de l'IA au service de la publicité? Oui, je pense qu'on va passer vraiment du buzzword à l'exploitation même en fait des algorithmes. Pourquoi? Parce que ça fait la synthèse de ce qu'on vient d'évoquer. On a de plus en plus de challenges sur la data. On doit exploiter moins de data et on doit en tirer davantage en fait de pertinence. On a de plus en plus de supports, de formats. Donc il va falloir effectivement mieux analyser, qu'il va falloir scénariser pour arriver justement aux bonnes prises de parole. On a des performances qui sont de plus en plus challengées à cause de la baisse de la donnée ou de la surconcurrence. Donc il faut trouver en fait des équilibres qui sont encore différents. Donc au final, il y a plus d'opportunités et plus de combinaisons possibles. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, plus de support, fois moins de data, fois effectivement on va dire une énergie à consacrer en fait à chaque levier qui est importante, mais qui ne peut pas être absorbée justement par des équipes marketing qui, elles, ne suivent pas la courbe de l'évolution justement des budgets marketing. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une partie du job humain, donc je parle typiquement par exemple dans le trading en fait des campagnes, tout ça, ça peut être remplacé par des algorithmes. Donc typiquement, nous, on a 3 séries en fait d'algorithmes. On a une série d'algorithmes pour le ciblage, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, la création d'un score, d'une intention pour déterminer justement un intérêt pour un produit, une offre, etc. Et on a toute une série d'algorithmes sur le trading. Qu'est-ce que je dois proposer à cet individu? Combien je dois l'acheter? Quel type de message? Quel type de format, etc. Et si vous prenez une campagne où vous allez gérer 1 million, 5 millions, 10 millions de contacts dessus, ça veut dire qu'il faut trouver la bonne combinaison pour 1 million, 5 millions ou 10 millions. Bien évidemment, l'homme n'est pas capable de faire ce type de choses-là, et ce serait même d'ailleurs pas très intéressant de le faire. Et c'est en ce sens-là que l'IA va apporter une valeur très importante, puisque ces micro-tâches vont pouvoir être automatisées et l'humain va pouvoir se concentrer justement sur l'analyse, sur la réflexion autour des stratégies et donc sur des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Donc clairement, l'IA, oui, va jouer un rôle de plus en plus important, mais le corollaire de ça, c'est qu'on ne doit pas tomber justement dans ce que l'on voit arriver du côté des GAFA, qui est l'IA black box. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, ce que dit Google, ce que dit Facebook, c'est faites-moi confiance, donnez-moi le budget et je me débrouille. Voilà. Et donc les annonceurs ne savent même plus où ils sont, s'ils sont en predictive targeting, en retargeting, s'ils sont sur Google, pas Google, ou ça. Bon. Et ça, on voit même, ça met en porte-à-faux en fait les agences, puisque du coup les agences se disent, mais si en fait je ne fais que donner un budget à Google, qu'est-ce que je deviens? Quel est l'intérêt en fait de mon job? Et donc nous, on est pour l'IA assistée. C'est-à-dire qu'effectivement, l'IA doit donc exécuter ces micro-tâches à faible valeur ajoutée, mais on doit avoir deux choses. D'une part, c'est expliquer les choix
partager les choix, donc être beaucoup plus transparent. Et en même temps, c'est de pouvoir contrôler ces choix. Effectivement, il y a un moment ou un autre, les instructions ne doivent pas être données par la machine, mais par l'homme. Et la machine doit exécuter ces instructions-là. Donc, en étant plus transparent, on permet de mieux analyser les campagnes et les choix, et donc de prendre des décisions qu'on communique en fait à l'IA. Donc là, on va vraiment assister, je pense, en 2022, à deux chemins qui vont s'opposer. Un chemin plutôt type GAFA, faites-moi confiance, mon IA va tout gérer et donnez-moi juste un chèque en fin de mois et on se débrouillera. Et des systèmes comme le nôtre, mais comme d'autres, hein, qui seront plutôt des IA assistées et transparentes et qui là, pour le coup, je pense, apporteront énormément aux annonceurs qui en plus maîtriseront davantage justement tous ces nouveaux canaux au niveau des performances, au niveau des choix, etc. Donc là, on va avoir vraiment des choix, des voies qui vont s'opposer. Bon, bah, je crois qu'effectivement, là, on a fait le tour de 5 très très belles prédictions pour cette année 2022. En conclusion, moi, ce que je vois là, c'est encore une fois, comme tu le disais en intro aussi, beaucoup de challenges, beaucoup de belles choses, mais beaucoup de challenges. Beaucoup aussi de cartes qui vont être rebattues sur l'ensemble des sujets, à la fois sur la recherche d'alternatives, sur la recherche de responsabilité, sur la recherche de performance avec le peu de données qu'on a. Il y a quand même ce sujet des cookies tiers qui est toujours flou, on ne sait pas. Il y a des nouvelles annonces, je crois, qui vont être faites au début d'année 2022 avec un nouveau calendrier aussi proposé par Google. Donc, faut quand même l'avoir en tête. On ne sait pas combien de temps ça va être encore ça va durer, mais disons que il faut l'avoir quand même dans sa tête parce que c'est un sujet, je pense qu'à un moment donné, qui va arriver et ça va arriver vite. Et là, il va falloir être prêt. Moi, le sujet sur lequel j'aimerais juste conclure aussi, et c'est peut-être une tendance là pour le coup qui n'est pas pour 2022, mais peut-être pour les années à venir, et c'est un sujet sur lequel on parle beaucoup aujourd'hui, c'est les métaverses. Les métaverses, vous savez, c'est un monde virtuel dans lequel aujourd'hui on pourrait exister en tant que personne, mais en tant qu'aussi entreprise. Voilà, donc c'est quelque chose qui est pas nouveau, on va dire, puisque ça fait des années qu'on connaît ce sujet de monde virtuel. Moi, je me souviens il y a quelques années de Second Life, etc. Mais on le voit de plus en plus, notamment dans l'univers du gaming, où il se passe beaucoup de choses, Fortnite, etc. Tous ces jeux qui sont en train d'exploser en termes d'audience et de joueurs, plus des plateformes comme Twitch qui permettent justement de visionner des parties en live. Et il y a tout un nouveau monde qui est en train de se créer. Et effectivement, pour les annonceurs, c'est une nouvelle donne à prendre en compte. On ne sait pas encore exactement si ça va être une tendance qui va se réaliser. On ne sait pas encore combien de temps ça va prendre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose. Il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup d'annonces qui sont faites. Et c'est un sujet qu'il va falloir garder en tête parce que c'est un sujet qui va permettre aux annonceurs, encore une fois, d'avoir des nouvelles alternatives, des nouveaux mondes qui vont se créer. Ça sera peut-être basé effectivement sur le Web 3 qui est sur la décentralisation, sur la transparence liée à la blockchain notamment. Donc, beaucoup de nouvelles choses qui vont se produire pour les annonceurs. Donc, c'est un sujet, je pense, qu'il va falloir aussi suivre sur l'année 2022. À mon avis, il va y avoir beaucoup de conférences, beaucoup de tests qui vont être faits par des très grands annonceurs sur des plateformes notamment de jeux. On le voit déjà avec Spider-Man sur Fortnite ou avec Fanta aussi qui a fait des choses sur Fortnite. Donc voilà, moi en tout cas c'est le sujet un petit peu d'ouverture que je voulais faire, c'est aussi de prendre en compte ces nouveaux éléments qui devraient encore une fois apporter des nouveaux terrains de jeu aux annonceurs et qu'il faudra à mon avis regarder avec beaucoup d'attention. Voilà, écoute Alban, je te remercie, c'était le dernier épisode dans le tunnel de l'année 2021. On vous donne rendez-vous en 2022 évidemment avec plein de nouveaux épisodes. On a beaucoup de choses dans les cartons qui sont prévus et comme on vous le disait en introduction, on va beaucoup parler de responsabilité parce que pour nous c'est clairement la tendance qu'il faut retenir sur cette année 2022 et on se fera donc un plaisir de pouvoir vous détailler tout ça très rapidement. Donc merci beaucoup Alban pour ces 5 prédictions qui j'espère aideront beaucoup les annonceurs à prendre des bonnes décisions dans les mois à venir. Et puis je te donne rendez-vous très vite. Avec grand plaisir. Et on voit que l'année 2022 sera extrêmement intéressante, extrêmement challenging, peut-être encore plus que 2021. Oui. Voilà, donc soyez prêts. À faire encore mieux et différemment.
Donc, on ne va pas s'ennuyer clairement sur 2022 et sur les prochaines années, ça c'est certain. Tout à fait. Et puis nous, on sera là pour vous aider, donc Pour n'hésitez décrypter pas. tout ça. Exactement. Allez, salut Alban. À bientôt, Alex. Salut. Au revoir à tous.